Ce qu'on propose aujourd'hui, donc, c'est de parler bien évidemment de l'actualité. L'actualité, c'est, on l'espère, la relance, la sortie de crise sanitaire, que l'on espère durable, bien évidemment. Je pense qu'on a tous plus ou moins souffert de la période assez longue, paradoxalement, qui est quand même très très longue au final, puisqu'on est à plus d'1 an, d'arrêt et de petites reprises et de transformation aussi de notre économie et de notre environnement de travail, que l'on soit chef d'entreprise ou salarié d'ailleurs, et aussi de notre environnement global, puisque même y compris dans nos réseaux personnels et dans nos attitudes et dans nos habitudes quotidiennes, on a quand même été pas mal chamboulé. Je vais donc pas prendre beaucoup plus de temps et vous donner un petit peu le déroulé de la matinée. On va accueillir monsieur le préfet Filot, qui est devant, monsieur le sous-préfet à la relance, monsieur Babillotte, qui va nous donner aussi quelques éléments de positionnement. Et ensuite, peut-être un mot de Claude Borcard et de Jean-Yves Ravier pour nous accueillir. Et enfin, dans le déroulé, nous accueillerons Mathieu Grosset, qui lève la main. Voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Du groupe Demain, Nicolas Debray, copilote, qui est là. Olivier Morin, Made in Jura, je l'ai croisé juste à l'instant, il est là. Et Claude Bertrand, excusez-moi, président du tribunal de commerce, qui est juste devant moi, évidemment. C'est pour ça que je ne le vois pas. Bon, pour parler plus précisément de sujets de l'économie et d'expérience à la fois de personnel, enfin du moins au titre de leurs entreprises, et un petit peu plus large, aussi avec la situation globale des entreprises, avec monsieur Bertrand. En matière d'emploi, nous accueillons Sylvie Boine, SKF, qui propose un programme assez intéressant, merci, de saisine de la reprise avec des dispositifs en matière de formation et d'emploi. Marc Filotti, et qui va aussi nous parler de leur expérience Covid. Marc Filotti, Territoire Zéro Chômeur, qui est là, voilà, comment réagir. Alors, on va apprendre aussi qu'on a un territoire qui est assez dynamique et sur lequel, effectivement, la question du chômage est une question importante, mais qui, paradoxalement, n'est pas une question, on va dire, qui nous pénalise. Le plein emploi, bizarrement. Qui nous pénalise particulièrement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'endormir, au contraire. Et en matière de formation, Myriam, elle est où Myriam? Je ne l'ai pas vue, elle n'est pas arrivée encore, va nous parler du campus numérique. Sylvie Boine reviendra pour parler effectivement du projet SKF de création. Allez, je la laisserai dire plus, mais enfin, il y a eu déjà quelques transpirations au niveau de la presse. Et Virginie Guitreau de l'EMC, je ne sais pas si elle est arrivée, elle est là, voilà, qui va nous parler un petit peu de formation aussi. Voilà, je passe la parole à Nicole et je vous souhaite une bonne matinée. Oui, bienvenue à tous. Moi, je suis Nicole Parezo, je suis adjointe à la ville de Lons-le-Saunier, en charge de l'économie, du lien avec les commerçants, du tourisme, de l'animation et d'un certain nombre de délégations de services publics. Bienvenue, bienvenue. C'est un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. De voir que malgré vos emplois du temps particulièrement chargés, vous avez pris le temps justement de venir à ce moment qui, je l'espère, sera un moment intéressant, un moment convivial et un moment où tous nous apprendrons les uns des autres. Une salutation toute particulière à M. David Filot, le préfet du Jura, qui par sa présence à ce qui est une première témoigne à la fois de l'intérêt qu'il manifeste pour les nouvelles initiatives, mais aussi de l'accompagnement tout à fait fort que l'État a mis en place et continuera à mettre en place donc, pour accompagner les entreprises du territoire qui sont pour beaucoup présentes dans cette salle aujourd'hui. Je remercierai également les services de la ville et d'Éclat qui ont énormément œuvré, vous vous en doutez bien, pour que nous soyons dans cette salle aujourd'hui. J'adresserai un remerciement tout particulier à Sébastien Maître, que certains d'entre vous connaissent, qui est le chargé de développement à Éclat,
qui est vraiment celui qui a œuvré de toutes ses forces en passant beaucoup, beaucoup de temps pour que cette manifestation qui a été vraiment organisée, vous vous en doutez bien, à l'arrache, parce que crise sanitaire, parce que contraintes de tous ordres, etc., on a quand même persisté, on a quand même tenu à ce que ce moment existe parce que c'est aussi porteur d'avenir. Alors, j'en aurais quasiment terminé en vous demandant simplement, même à ceux qui ont des pensées complexes, d'être bref, d'être concis, parce que nous avons fait le choix de cette contrainte horaire qui fait qu'il faut qu'à 10 heures, nous ayons terminé. Donc, cela veut dire que tout le monde, absolument tout le monde, doit jouer le jeu de la concision et de la brièveté, mais cela en restant quand même, je l'espère aussi, dans la bonne humeur et dans la simplicité. J'indique aussi que l'idée de ce colloque a pour finalité en réalité la constitution de groupes de travail sur donc l'économie, sur l'emploi, sur la formation. Vous trouverez donc à la sortie des registres pour ceux qui souhaiteraient prolonger les échanges qu'on aura eus aujourd'hui. Ils mettent simplement leur nom, leur adresse mail, leur téléphone et nous nous chargerons bien évidemment de les contacter par la suite. Je passe donc la parole à Monsieur David Filot et c'est un grand honneur pour moi. Très bien, merci. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'était une manifestation peut-être montée rapidement, vous l'avez dit, mais qui rencontre un vrai succès. L'assistance est nombreuse, je pense que ça correspond à une attente. Je tenais à être là parce que je suis vraiment persuadé que le dynamisme d'un territoire, le dynamisme d'une économie, elle repose aussi sur les échanges qu'on peut avoir, les acteurs publics, l'État, les collectivités, et puis les acteurs privés. Voilà, c'est des univers que je n'oppose pas du tout, au contraire. Je suis persuadé que la force des territoires, elle repose dans nos échanges, comme le font d'autres pays, et que c'est par la simplicité, le caractère très direct de nos échanges qu'en fait, sur un plan territorial, on peut faire avancer les dossiers, on peut faire avancer la compétitivité des territoires. Pour moi, c'est d'autant plus important qu'à titre personnel, ces sujets-là me paraissent essentiels dans tous les postes que je fais, mais notamment dans le Jura. Je suis convaincu qu'effectivement, les enjeux de développement économique, les enjeux de formation, les enjeux d'inclusion qui y sont liés sont absolument majeurs. Et pour vous le dire, je regardais un petit peu les objectifs que je m'étais fixés dans le Jura, parce que je m'en suis fixé 14 ou 15. La moitié, au moins, sont sur ces enjeux-là. Donc pour moi, c'est crucial. Tout ce qui concerne la formation, le soutien aux entreprises, ça occupe la moitié de mon temps de cerveau hors Covid. Et j'espère qu'on parlera un petit peu moins du Covid. En tous les cas, comptez sur moi pour ne pas vous en parler aujourd'hui. Je suis accompagné de Justin Babilotte, qui est là, qui est sous-préfet chargé de la relance, secrétaire général de la préfecture, et puis de François Petimer, que vous connaissez certainement, qui est responsable de l'UT direct et qui sont donc à votre écoute pour vos projets. En quelques mots, à grands traits, ce que je ressens du territoire, c'est qu'effectivement, on est dans un territoire de plein emploi, avec un taux de chômage qui est très faible sur le bassin lédonien, qui est de 5,2%. Donc c'est un atout majeur et c'est aussi certainement une contrainte. Il y a encore plus d'emplois dans le bassin lédonien que dans le Jura, où on est aussi en plein emploi, puisqu'on a un taux de chômage de 5,4%. Mais vous êtes vraiment... on peut guère faire mieux. Voilà, et donc évidemment, la région est entre 6 et 7, et puis le pays est plutôt entre 8 et 9. Donc c'est un contexte quand même très, très, très fort. La crise, vous y reviendrez, bon, il y a eu des PSE, certaines entreprises sont là, mais en fait en nombre assez limité. Des licenciements économiques hors PSE, mais en fait assez limités. Et donc, je vous le dis, on sort de la crise avec quand même toujours le plein emploi. Il y aura bien sûr des différences entre les secteurs. Les bilans sont parfois un peu chargés, mais dans la mesure où l'économie a été largement soutenue, mise sous anesthésie, bien sûr ça dépend des secteurs. Finalement, aujourd'hui, je crois que ce qui prédomine, c'est l'envie d'aller de l'avant, c'est la capacité à aller de l'avant. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui y arrivent, qui investissent, qui sont dynamiques et qui cherchent à recruter. Donc, j'allais dire, je vais mettre en place un comité local de sortie de crise, mais en réalité, je pense que c'est
pas le principal des sujets qu'on aura à affronter. Le principal des sujets qu'on aura à affronter, c'est d'arriver à faire cette relance, à réussir à regagner des points de croissance qui est attendu à des niveaux très élevés dans le pays, quasiment à 6%, à 5,75%. Donc en réalité, on va tirer sur les ressources, on va tirer sur les matières premières. On sait bien qu'il y a des problèmes d'approvisionnement dans un certain nombre de secteurs. On va tirer sur les ressources humaines, on sait bien qu'il y a des difficultés de recrutement dans certains secteurs. Et aujourd'hui, c'est comment on met ça en place. Voilà, donc au-delà de la question de la sortie de crise, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les sujets de relance, d'appui aux entreprises dans cette optique. Et puis c'est aussi des sujets sur lesquels j'ai l'intention d'être actif à plus long terme, qui sont structurants. Et je vais mentionner les sujets de formation, parce que c'est vraiment pour moi un fil conducteur très très fort de notre action. On n'a pas de levier direct quand on est en préfecture, mais on a des leviers d'animation en tous les cas et d'analyse. Et je suis frappé à la fois par, je dirais, la qualité des acteurs de la formation dans le territoire, y compris le bassin lédonien, et en même temps l'appel qui nous est fait pour davantage de formation dans l'enseignement supérieur, davantage de formation ou mieux de formation dans l'apprentissage. Et là-dessus, je suis aussi frappé par le fait qu'on peut encore renforcer les interactions entre les entreprises que vous êtes pour la plupart et ces organismes de formation. Par exemple, le CFA, vous avez une pépite dans le territoire qui est le CFA de Jevinger, qui a vocation à être un vrai campus de l'apprentissage, avec une partie CFAI, CFA de l'industrie, peut-être qu'on méconnaît. Hein. D'autres acteurs privés, on a pensé à SKF ici, qui propose une offre, donc des articulations et des coordinations à construire, des lycées professionnels qui sont quand même pas très loin, Champagnole. Voilà, et donc je souhaite moi mettre en place véritablement une gouvernance de ces sujets pour qu'il y ait plus d'interaction, qu'on soit plus à l'écoute des besoins des entreprises, de façon modeste mais réelle, et que petit à petit on construise des interactions utiles, parce que je vois que des acteurs de bonne volonté, mais qui en fait, bien qu'en très grande proximité, peut-être ont du mal à regarder ensemble, et les groupes de travail que vous mettez en place, ils seront utiles, de quelle façon on peut progresser ensemble. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais vous redire ma confiance dans le territoire. Très sincèrement, on est très très loin du misérabilisme. Je sais bien qu'il y a des difficultés à droite, à gauche, mais par la variété des acteurs, par aujourd'hui l'envie d'aller de l'avant, je pense qu'on a de beaux jours devant nous. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Oui, je passe la parole à Claude Borcard, le président d'Éclat. Bienvenue, Claude. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis particulièrement ravi ce matin d'être avec vous pour cette première édition des rencontres éco de l'Agglo. C'est quelque chose qu'on souhaitait il y a 1 an, maintenant c'est en place. Merci aux deux animateurs qui ont beaucoup œuvré pour qu'on puisse se réunir ce matin. Alors pour moi, c'est un vrai moment de partage. Ça suit une période très difficile. On n'a pas envie, on n'a pas besoin d'épiloguer. Mais c'est un moment de partage entre entreprises, je vais y arriver, un moment de partage avec tous les autres acteurs économiques du territoire, un moment de partage avec les élus, les représentants institutionnels. On est tous soucieux du développement harmonieux et durable de notre, j'aime bien ce terme-là, de notre terrain de vie commun. Ben, c'est aussi un plaisir d'être ici, un plaisir que l'agglomération et la ville puisse vous offrir ce moment de relance après cette période Covid. Elle sera très dynamique, j'en doute pas du tout, connaissant bien les ressources de notre territoire. Je voudrais vous dire quand même que durant cette période particulière, il y a eu un changement de gouvernance en plein cœur d'une crise mondiale qui impactait notre fonctionnement, qui impacte nos finances. Nous n'avons pas eu de cesse avec l'exécutif d'Éclat, avec la ville de Lons, de scruter les incidences sur le tissu économique de notre territoire. Nous avons, auprès de la région, complété les dispositifs nationaux d'aide aux entreprises et à l'emploi. Nous nous sommes aussi réorganisés, en mettant en place Jérôme Cordelier, vice-président chargé de l'économie du territoire, un délégué au tourisme qui est ici, Jean-Philippe Rameau. Nous complétons aussi en ce moment notre organisation dans les services en créant
avec la ville un poste de directeur de l'attractivité qui devra veiller à mettre en place tout ce qui donne envie de s'installer sur notre territoire. Je pense que c'est très important d'avoir tout cet écosystème qui donne envie de venir s'installer sur nos terrains à nous. Qu'il soit de la ville d'ailleurs, de l'agglomération, mais aussi du pays lédonien dans son ensemble. Je ne serai pas plus long hein, maintenant. Place à l'avenir, place au dialogue, place à la co-construction. Juste avant de conclure, quand même, remercier ici tous les acteurs, tous les intervenants de cette rencontre. Je n'oublie pas mes collègues élus d'Éclat qui, par un arbitrage financier pas toujours évident en ce moment, ont permis que ce projet se réalise. Je vous souhaite une belle matinée constructive et dynamique, puis de bonnes vacances pour ceux qui en auront la possibilité. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Claude. Je passe la parole à Monsieur Jean-Yves Ravier, maire de Lons-le-Saunier. C'est moi qui tiens le micro. Bonjour à toutes et à toutes. Merci aux organisateurs, comme l'a dit Claude. Alors, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, c'est vrai que la ville de Lons, bien sûr, aux côtés de l'agglomération, est très heureuse de pouvoir aussi participer à cette relance économique. Je vous rappelle que la ville de Lons avait participé donc, au Fonds régional des territoires mis en place par la région, aux côtés de l'agglomération. On avait aussi fait des remises de loyers pour les entreprises qui étaient locataires de la ville. Et on a aussi participé en embauchant Élodie Boquet, qui doit être là, donc qui est responsable de commerce et d'artisanat. Donc qui aura aussi son rôle à jouer sur l'économie locale. Donc vous voyez que la ville aussi apporte sa pierre à l'édifice et est très contente de pouvoir le faire. J'espère que les entreprises qui ont tenu le coup jusqu'à présent avec les aides de l'État n'auront pas trop de difficultés pour la période de baisse de ces aides. Il y aura peut-être une petite période intermédiaire, mais on sent aussi que les gens ont envie de consommer, de revivre normalement. Donc je pense que c'est aussi une action qui permettra à ces mêmes entreprises de passer ce cap qui peut être un petit peu difficile. On peut retenir aussi que de cette période post-Covid, il y a des gens qui ont envie de changer de vie et de se rapprocher de territoires comme le nôtre. Donc c'est peut-être aussi une opportunité qu'on a à saisir, nous, au niveau des villes comme Lons, pour pouvoir attirer de nouvelles populations. Donc ça nous oblige aussi à travailler, qui était déjà un axe fort de notre programme, sur l'urbanisme et sur le développement de modernisation de la ville pour accueillir des nouveaux habitants, parce qu'on a un déficit quand même, notamment au niveau des logements. Et on s'aperçoit que quand on veut faire venir des gens de l'extérieur, ils ont du mal à trouver des logements qui correspondent à leur envie. Donc ça, c'est aussi un travail que nous, au niveau de la ville, bien sûr aux côtés de l'agglomération, qui travaille avec nous, on a envie de mener à bien. Et puis la formation, hein, je pense que c'est un pilier extraordinaire, formation des jeunes, mais pas que. On a la chance d'avoir à Lons un campus connecté. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie dessus pour le développer, le faire vivre, que ça devienne un vivier aux côtés des entreprises et permettre aux jeunes du territoire de pouvoir rester ici, de pouvoir s'installer et continuer leur vie sur le territoire. Donc moi aussi, comme Claude, je suis assez optimiste pour l'avenir parce qu'on sent que le territoire commence à bouger et je compte sur vous pour le faire bouger encore plus et sachez que la ville sera toujours à vos côtés. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais demander à Monsieur Justin Babilotte, qui sera donc notre grand intervenant durant toute la matinée, puisque c'est lui qui fera le lien entre les diverses thématiques, donc de venir nous rejoindre. Merci, Monsieur le sous-préfet. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci d'abord pour cette invitation. Elle me paraît d'autant plus utile que j'espère qu'elle amorcera surtout une dynamique collective entre le public au sens large et surtout le secteur privé, et puis pour le secteur privé lui-même, pour que chacun apprenne et ait plaisir à se rencontrer, à se voir, à échanger, à pouvoir partager maintenant, ça a été dit, dans du positif, les possibilités d'avenir. On a eu une période, c'est vrai, qui a été compliquée, difficile, avec le déclenchement rapide du... Il faut que je parle plus près du micro. Oui. Avec le déclenchement rapide des dispositifs d'appui de l'État, on a essayé de créer, nous, côté service de l'État, une mise en réseau rapide
des différentes parties prenantes. Je vois par exemple le président du tribunal de commerce devant moi, mais ça a été dit aussi avec l'ex-direct, la DDFIP, la BPI, etc., de mettre en place très rapidement les dispositifs d'appui aux entreprises en difficulté. Ça a représenté une grosse partie de notre travail dans les premiers mois. Ça, c'était, on pourrait dire, une partie un peu plus standardisée, quelque part, de l'appui aux entreprises en difficulté dans une vraie réactivité gouvernementale. Il y a aussi eu tout un travail qui est plus difficilement descriptible, mais qui a été une grosse partie de notre travail, c'est de lever tous les obstacles réglementaires, techniques ou autres que les entreprises ont pu connaître au déclenchement de la crise. Il faut, même si on n'a pas plaisir à le faire, se replonger un peu dans ce qu'était notre situation économique et sociale en mars 2020 et donc le premier confinement, j'allais dire dur, et toutes les difficultés que ça a pu poser d'adaptation à cette période particulière. Après, il y a eu toutes les évolutions sur lesquelles je ne reviens pas, progressives, qui ont fait que progressivement on est allé vers des déconfinements à géométrie variable et qui nous ont permis là aussi d'être, en étant à l'écoute des territoires, de venir essayer de solutionner les difficultés. J'espère être pas trop vague quand je dis à l'écoute des acteurs du territoire, mais croyez-moi, c'était quand même un gros travail. En réalité, beaucoup de chefs d'entreprise nous ont sollicités pour nous poser des questions très concrètes sur les capacités de transport, sur les voies d'acheminement de telle ou telle matière première, sur la venue de main-d'œuvre étrangère. Enfin voilà, il faut se rappeler que toutes les mobilités au sens large ont quand même été très, très réglementées pendant 1 an et demi, et c'est ce qui venait pas évidemment faciliter le fonctionnement d'une économie libérale comme c'est la nôtre. Et puis évidemment, on a eu ensuite postérieurement le déclenchement du plan de relance. Ce plan de relance, il s'est voulu tout de suite massif, 100 milliards d'euros sur 2 ans. Et là aussi, c'est beaucoup de travail concret pour nous. J'ai eu la fierté d'être désigné par monsieur le préfet comme sous-préfet chargé de la relance. Donc c'est là aussi un travail essentiellement d'animation parce que en fait il y a une ingénierie qui est lourde derrière le plan de relance. C'est des dizaines d'appels à projets sur tous les secteurs ministériels qui peuvent être concernés. La vocation, c'est de s'adresser, on va dire, à trois gros blocs sur les 100 milliards que vous connaissez, chacun un tiers, mais la compétitivité, notamment industrielle des entreprises, la transition écologique et puis la cohésion territoriale et sociale. Partant, ça crée derrière une ingénierie administrative qui est assez complexe, qu'il faut apprendre si ce n'est à maîtriser, au moins à comprendre et à lire rapidement, et puis surtout à solliciter de manière la plus efficace possible. Voilà. Et l'objectif pour nous, l'objectif du préfet, de nos équipes, c'est de territorialiser, comme on dit en langage administratif, ce plan de relance. Ça veut dire en gros concrètement que les euros du plan de relance viennent se matérialiser dans le Jura. Et le bilan, j'allais dire temporaire, qu'on peut faire aujourd'hui du déploiement du plan de relance dans le Jura, il est tout à fait positif puisque c'est près de 70 millions d'euros, très concrets, qui ont été investis dans les entreprises, les associations, les collectivités du département. Le détail pourrait être fait, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être moins visibles, mais qui sont pourtant tout à fait réelles pour les chefs d'entreprise que vous êtes. C'est d'abord sur les 70 millions d'euros, il y a 35 millions d'euros qui sont des baisses d'impôts de production. Ça, c'est un enjeu clé pour la compétitivité des entreprises françaises. Et puis après, il y a concrètement 20 millions qui sont dans le soutien à l'investissement industriel, donc surtout productif, des entreprises jurassiennes. Je ne rentre pas dans le détail des divers appels à projets que j'espère d'ailleurs vous connaissez aussi bien, et j'espère même mieux que moi. Là-dessus aussi, ça a été un gros travail de mise en réseau par la directe, par les consulaires aussi, que je me dois évidemment de saluer parce qu'ils ont été, je l'espère, des sources d'information, de relais, d'accompagnement, d'aide, d'appui. On a quand même certains en souvenir des nuits un peu rocambolesques où il fallait respecter les dates limites de montage de dossiers, de transmission, etc. À nous derrière de faire quelque part le suivi et l'appui pour les dossiers. Et on est un département en Bourgogne-Franche-Comté qui se démarque quand même très nettement dans sa réactivité, sa capacité
à pouvoir se saisir de ce volet industriel du plan de relance. Tous les mérites viennent d'abord aux entreprises parce que c'est un plan de relance qui a été assumé par le président de la République comme étant rapide, réactif. Donc l'enjeu clé, c'était celui de la maturité des projets industriels. Et c'est là que le département a su tirer son atout principal, parce qu'il y a quand même un tissu industriel qui est pour beaucoup composé d'entreprises familiales, localement connues, qui se connaissent bien en fait elles-mêmes, et donc qui très rapidement ont su se saisir des opportunités des divers appels à projets pour présenter un projet qui soit cofinancé par l'État. Voilà, je ne serai pas plus long sur ce bilan du plan de relance dans ces deux dimensions un peu défensives. C'était mon premier propos sur l'appui aux entreprises en difficulté, et puis dans son volet plus offensif. Mais ça me paraissait important, non pas de tirer le bilan dans le sens il est clos, parce que encore une fois, ce plan de relance, au niveau national, il est à un niveau de consommation qui est autour de 40%. On a dépensé à peu près 40 milliards sur les 100 milliards. Il y a encore donc 60 milliards potentiellement à dépenser jusque fin 2022. Mais en disant ça, c'est pour vous montrer que, il s'est matérialisé dans le département, et qu'en faisant ça, il prépare notre avenir. Et que deux, il a encore des capacités de financement au profit de nos territoires, enfin, et surtout de leurs acteurs économiques, publics et associatifs et autres. Voilà. Eh bien justement, pour faire la transition, ce qu'on propose, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, donc celles que j'ai citées tout à l'heure, lancent un petit peu la thématique et différents sujets, et abordent un petit peu la crise telle qu'ils l'ont vécue, la manière de laquelle ils réagissent et les perspectives qu'ils ont demain. Et on va commencer par le groupe Demain. Mathieu Grosset. Bonjour à tous, donc Mathieu Grosset, je dirige le groupe coopératif Demain à Lons-le-Saunier en zone industrielle. C'est un groupe d'entreprises coopératives qui accompagne notamment des personnes durablement exclues de l'emploi vers l'emploi, et puis qui développe des activités industrielles et dans différents métiers. On a 200 salariés aujourd'hui. La crise, on m'a demandé de parler à la fois de comment on avait vécu la crise et puis comment on voulait s'en sortir. La crise, comme tout le monde, nous a pris par surprise, et il a fallu s'adapter du jour au lendemain, avec à la fois un site qui devait absolument continuer parce que les poubelles des Bleus et des Jurassiens devaient continuer d'être triées. C'est une question de salubrité publique, et donc malgré le fait que la moitié des effectifs avaient des problématiques de garde d'enfants ou des problématiques de santé, parce qu'on a du personnel fragile également. On a eu un engagement très fort des salariés pour maintenir ce service-là à la collectivité et aux Jurassiens de manière générale, avec en plus plutôt un développement des apports, parce que ça a aussi contribué à amener beaucoup d'emballages dans les poubelles bleues. Je pense que vous vérifiez tous que vous voulez remplacer plus souvent et plus rapidement en ce moment que vous pouviez le faire auparavant. Et puis de l'autre côté, on avait un site qui s'arrêtait complètement de tourner, donc il fallait gérer le personnel, et puis évidemment gérer aussi la mise en place du télétravail. Donc ça a été une transition numérique très accélérée, comme pour tout le monde. Ça a été aussi une vraie modification des pratiques d'accompagnement du personnel fragile, et puis c'était un engagement très fort des salariés pour maintenir la qualité de service. Dans le même temps, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires locaux, dont certains sont dans la salle, pour, face à la pénurie de masques, offrir une solution aux Jurassiens et aux Français de manière générale. Donc on a créé un atelier textile, là aussi en 2 semaines. En 2 semaines, on a, avec beaucoup de partenaires, que ce soit des structures d'insertion, des entreprises partenaires, l'État évidemment, Pôle emploi, tout un tas de partenaires. On a réussi à créer cet atelier en moins de 2 semaines, à recruter d'abord 5, 10, 15 personnes, et puis à offrir cette solution-là sur le territoire. Je vais le dire un peu abruptement, 2020 aurait dû être une excellente année pour nous. On aurait dû être dans une dynamique de développement très très importante. On avait des gros projets d'investissement, on avait des projets commerciaux qui avaient abouti dans les mois précédents et qui devaient nous permettre de vraiment enclencher un développement important. On fait partie de ceux que la crise a vraiment arrêté pour partie, ralenti, et puis qu'elle a bouleversé, parce que je ne sais pas, ce que tout le monde a fait pendant le confinement, c'est vider ses placards,
vider ses placards, vider ses greniers, vider ses caves. Et dès que les déchetteries ont rouvert, il y avait les queues devant. Et nous, une partie de notre métier, entre autres sur les métiers de service à l'environnement, c'est de collecter et de valoriser les déchets électroniques. Et donc on s'est retrouvé avec des apports extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a fait au mois de juin le plus gros mois de notre histoire en termes d'apport et puis de tri des déchets électriques. Et quand je dis le plus gros mois, on battait le précédent record de 120%. Donc imaginez les conséquences sur le travail. Donc on a eu là aussi des salariés très engagés qui sont venus bosser les week-ends, qui sont venus bosser et qui ont accepté d'étendre leurs horaires de travail et qui l'ont fait dans les périodes qu'on a connues au mois de juin, juillet, août l'année dernière avec des températures caniculaires et difficiles. Pourquoi je dis tout ça ? Parce que c'est ça qui nous a convaincus, qu'on avait des effectifs incroyables, que notre territoire avait des ressources incroyable aussi, parce que quand on est capable, à 20 partenaires en 2 semaines, de monter un atelier textile, quand on est capable de se faire du prêt de personnel entre structures pour pallier aux difficultés des uns et des autres, quand on est capable, tous ensemble, d'imaginer ce que va être l'avenir, et puis de construire des projets pour l'avenir, ça montre que, le territoire a des ressources, et nous, à titre très auto-centré, ça nous montrait que notre entreprise avait des ressources, et donc la dynamique qu'on avait engagée en 2019 autour du développement, on l'a reprise. On l'a reprise et puis c'est là qu'on a rencontré et qu'on rencontre effectivement les services de l'État avec ce qu'évoquait monsieur le secrétaire général, je vous cherchais dans la salle, mais avec effectivement les dispositifs France Relance qui nous intéressent particulièrement parce qu'on a des projets d'investissement, parce qu'on souhaite continuer à renforcer les solutions qu'on apporte sur le territoire aux entreprises, aux citoyens, aux collectivités, parce qu'on souhaite aussi étendre notre champ d'action. Et donc voilà, on est prêt, nous, à se lancer avec l'accompagnement, avec vraiment la conviction qu'on est sur le bon territoire pour y parvenir, parce qu'on est sur un territoire où tout le monde a l'habitude de travailler ensemble, souhaite travailler ensemble et souhaite avancer. Et j'en vois aussi une illustration pour faire écho à des discussions qu'on avait au café avec des camarades. C'est la période aussi où on a créé une association entre les entreprises de la zone industrielle de Lons-le-Saunier. On est déjà plus d'une vingtaine d'adhérents qui sommes mobilisés. Et c'est vrai que c'est assez fantastique à voir parce que quand on dit mobiliser, c'est mobiliser. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, on a plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont présentes, qui partagent sur des sujets d'action, sur des projets communs pour la zone, pour le territoire et puis évidemment pour nous-mêmes. Donc c'est particulièrement positif et encourageant pour la suite. Voilà. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans les échanges, parce que c'est aussi une structure qu'on soutient, nous, en tant que collectivité, effectivement, parce que le fait de se rapprocher les uns des autres, d'ailleurs, je pense que Nicolas Debray va intervenir. Et ce que je propose, c'est qu'on lance les débats après. Donc, je vous remercie d'intervenir successivement. Et puis, et merci beaucoup, Mathieu. Et après, on pourra échanger. Venez là aussi, parce que, en fait, c'est simplement pour que vous soyez dans le cadre, parce qu'on a l'image et le son en même temps, comme ça. Voilà, je vais récupérer le micro. Voilà, donc Nicolas Debray va nous expliquer effectivement comment la coopération démarre et comment elle peut s'étendre à la création et au développement des entreprises, puisqu'ils se sont installés au campus, d'ailleurs, donc à Éclat, et créent des dynamiques de création et de développement d'entreprises. Je vous en prie, monsieur Debray. Merci, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Debray. Je suis le responsable jurassien de la coopérative Copilote. Copilote, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, je peux vous le rappeler en 2 mots. Notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner la création d'entreprises en apportant 2 services aux entrepreneurs. C'est d'un côté le portage juridique, administratif, comptable, social, fiscal. Donc on assure tout le back-office pour que l'entrepreneur se consacre uniquement au cœur de son métier, c'est-à-dire trouver des clients, réaliser des prestations, vendre des produits. Et puis on propose également tout un accompagnement au métier d'entrepreneur avec des ateliers collectifs, de la formation sur diverses thématiques et un accompagnement individuel régulier. Voilà. Donc Copilote est né en Franche-Comté, dans le Nord-Franche-Comté, il y a une quinzaine d'années maintenant. Et puis je suis moi-même depuis 4 ans dans le Jura, et depuis le début au campus, depuis l'ouverture du campus il y a 2 ans maintenant bientôt. Et on accompagne sur la Franche-Comté, on a 300 entrepreneurs au sein des différentes coopératives de Copilote. Et puis sur le Jura, c'est à peu près 65 entrepreneurs
donc avec un fort développement ces dernières années. Voilà. Et avec un statut très particulier, puisque les entrepreneurs qui utilisent nos services deviennent entrepreneurs salariés. Donc ils restent complètement indépendants sur leur développement de leur activité. Par contre, ils ont un statut de salarié et notamment une protection sociale du salarié, ce qui était relativement important ces derniers mois, vous le conviendrez. Voilà, donc en termes de type d'activité, Copilote, c'est différentes filières. On a une filière bâtiment qui est assez importante, bureau d'études techniques, on a une partie formation professionnelle avec Formacop qui est bientôt référencé, enfin qualifié Calliope. On a une filière agriculture qui est en plein développement aussi, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de porteurs de projets qui souhaitent développer des projets agricoles sur des modèles un peu différents, et entre autres avec des espaces tests agricoles qui sont mis en place par certaines collectivités. Donc filière agricole, filière numérique aussi qui s'est développée avec IPIP, qui est spécialisée sur les métiers du numérique. Donc voilà, avec toujours la même idée, c'est-à-dire de créer un écosystème, d'avoir des entrepreneurs qui sont complètement indépendants, mais de créer un écosystème qui est favorable à leur développement. Et c'est vrai que par rapport à la thématique qui était proposée ce matin, je voulais revenir sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, voilà, comme le disait Mathieu, comme tout le monde, on a été pris de court il y a un peu plus d'1 an. Et rapidement, il y a eu à l'intérieur de la coopérative un élan de solidarité qui a donné d'autant plus de sens à cette notion de coopérative. C'est-à-dire qu'on a eu des entrepreneurs qui ont été très peu impactés, puisque assez rapidement ils sont repartis à l'activité a pu se poursuivre, que ce soit dans le bâtiment, espace vert, etc. Le numérique était très très sollicité. Et par contre d'autres métiers qui étaient complètement à l'arrêt, des gens qui ont été obligés de fermer ou des gens qui n'avaient plus de clients. Et tout de suite, à l'intérieur de la coopérative, les entrepreneurs ont décidé eux-mêmes de créer un fonds de solidarité, puisque tout le monde n'était pas éligible aux différentes aides disponibles. Donc il y a eu même en interne une volonté de soutien, et ça a été assez formidable. En quelques jours, tout de suite, les entrepreneurs qui ont dit non mais moi on peut apporter de la trésorerie, on peut apporter du prêt, on peut apporter du soutien à l'intérieur de la coopérative. Donc voilà, ça été quand même un élément assez important de ce qu'on retient en tout cas de cette crise, et aussi de ce qui a pu évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les différents dispositifs qui ont été mis en place, entre autres par l'État, par les collectivités, on voit que les entrepreneurs ont pu consolider, moderniser leur équipement et repartir de manière plus solide. Donc on ressort finalement de cette crise avec pas de casse. Personne n'a été obligé d'arrêter suite à la... Donc ça, c'est quand même une belle réussite. Tout le monde a pu poursuivre. Et en plus, tout le monde, un certain nombre d'entrepreneurs repartent plus solides, avec des outils de travail modernisés, avec on voit l'effet positif, le côté résilience qu'a pu avoir cette crise. Et puis, pour conclure mon propos, en termes de perspective, nous, on a été surpris dans l'équipe d'appui. Donc, sur l'équipe d'appui, on a une quinzaine de personnes à peu près, entre la partie administrative et la partie conseiller. Et on a été surpris, on pensait qu'on allait avoir un trou. On s'est dit, les gens vont plus vouloir entreprendre dans ce contexte très insécurisé. On risque d'avoir vraiment un creux et très peu de demandes. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que depuis le début 2021 est historique. Nous, c'est une vingtaine d'entrepreneurs qui sont rentrés à Copilote juste sur le Jura. Et on sent qu'il y a un élan. Et on travaille Copilote, on fait partie de la fabrique à entreprendre avec les collègues du cluster, les consulaires, les financeurs, Initiative France Active. Et on se rend compte qu'il y a une envie d'entreprendre qui est encore plus importante. Et on essaye vraiment de continuer à proposer quelque chose, un écosystème sur le territoire avec la fabrique à entreprendre, qui puisse permettre d'accueillir tous ces porteurs de projets, tous ces gens qui ont envie de... J'ai l'impression que la crise, elle a aussi elle a permis aux gens de se poser des questions, et les gens se sont dit non mais en fait j'ai cette idée depuis longtemps, j'ai envie d'entreprendre, mais là en fait je vais y aller parce que si je le fais pas, je vais le regretter. Et on sent qu'il y a quand même cet engouement, et on se rend compte qu'il y a vraiment besoin de continuer à accompagner
toute cette dynamique et c'est plutôt très joyeux de voir cette motivation, cet élan, que ce soit sur le territoire d'Éclat ou sur le Jura en général. Voilà. Merci beaucoup. Nicolas, je vais vous demander effectivement de laisser la place. On va laisser le micro là. Voilà. Hop, je vais récupérer ce sujet. Donc effectivement, vous, comme le disaient messieurs les préfets tout à l'heure, c'est qu'on a quand même une note très positive sur notre département et effectivement une capacité à rebondir. Bon, le Jura est quand même le berceau de la coopération et je pense qu'Olivier va nous confirmer que le réseau c'est important et va, je pense aussi développer quelques propos en notion de solidarité. Et ce qui sera intéressant après, c'est effectivement d'avoir peut-être quelques éléments de contrebalance, mais de confirmation, mais aussi de contrebalance par M. Bertrand, qui va peut-être nous donner quelques points de vigilance. Mais pour l'instant, on reste sur une note positive. Merci Jérôme. Donc, Olivier Morin, président de l'association Made in Jura. Vous connaissez tous plus ou moins l'association. Association créée en 2016 sur la base du concept Made in Jura qui a été initié par le département en 2003. L'association compte aujourd'hui 350 adhérents et représente à peu près 4500 emplois sur le territoire. C'est une association qui est composée dans son conseil d'administration exclusivement d'entrepreneurs, qui sont soit des industriels, soit des PE, voire même des auto-entrepreneurs. Donc c'est une association qu'on veut le plus dynamique possible, et pour le territoire, mais aussi pour ses adhérents. Pendant la crise, on a eu beaucoup d'appels de nos adhérents qui se retournaient un petit peu vers nous pour savoir ce qu'ils pouvaient faire, quelles aides il y avait. Donc on a redistribué, on a redirigé l'ensemble des adhérents, l'ensemble des questions vers les services de l'État et les services compétents. En tout cas, on a essayé d'être au plus près de nos adhérents pour les informer. On a vu aussi énormément d'initiatives qui ont été créées par nos adhérents parce que certains disaient nous on a besoin de tels services parce que notre fournisseur habituel ne peut plus venir dans le Jura ou a complètement fermé boutique. Donc est-ce qu'il y a des adhérents dans le réseau qui pourraient faire office? Donc on a vu beaucoup d'initiatives comme ça, de partenariats, voire même d'aides pures et simples qui ont émané. Donc là, on a vu vraiment cette solidarité qui s'est mise en place. C'était vraiment intéressant. On a essayé de faire ce lien-là pendant toute la crise. Alors, vous le savez peut-être pas, mais on a une personne à temps plein dans l'association, donc qui a été vraiment la cheville ouvrière de tout ça avec toute la problématique du télétravail, mais elle a fait un boulot extraordinaire, Marine. Et dans la crise, on s'est aperçu que finalement, tout le monde était assez fort et avait une volonté d'aller encore plus vite. Et notamment dans notre conseil d'administration, on a eu énormément de chefs d'entreprise qui nous ont dit « Ok, c'est dur, ok, on va peut-être pas en ressortir d'une manière positive, mais en tout cas, il faut qu'on accélère. » Donc on a multiplié les actions pendant cette période et surtout, on s'est dit il faut qu'on renforce nos équipes, il faut qu'on soit encore plus près de nos adhérents, il faut qu'on leur rende encore plus de services. Donc on a embauché une personne dernièrement, on a fait le pari d'embaucher une nouvelle personne à l'association pour aller encore plus loin, pour faire beaucoup plus de choses pour nos adhérents. Et ils nous en remercient finalement par leur fidélité, parce qu'on a eu très peu de problématiques l'année dernière de cotisations. Aujourd'hui, l'association ne vit que sur les cotisations de ses adhérents. Et ils ont tous été extraordinaires parce qu'ils nous ont tous renouvelé cette fidélité en renouvelant les cotisations sans problématique aucune. Donc ça nous a encouragés sur le fait d'aller encore plus loin, de mener encore plus d'actions et de recruter cette nouvelle personne. Donc on a un plan d'action qui va se mettre en place. On a été invité par monsieur le préfet il y a quelque temps sur cette thématique-là et on va essayer d'être là, d'y répondre et d'être encore plus présent. En tout cas, je peux vous dire que ce soir, on va remettre des prix Made in Jura. Ça, c'est la première action qu'on a voulu faire en sortie Covid pour récompenser toutes les belles entreprises de l'association qui ont eu des belles initiatives. Donc, il y aura un prix de l'excellence, il y aura un prix de l'innovation, il y aura un prix du partenariat. Voilà, on remet 8 prix ce soir. Donc, ça va être une belle soirée.
Mais en tout cas, sachez que l'association se porte bien, que ses adhérents, surtout pour la très très grande majorité, se portent très bien. Et on a à cœur et on a hâte de retrouver l'ensemble de nos adhérents ce soir. Hein, ça va être la retrouvaille après presque pas tout à fait 1 an et demi d'événements complètement à l'arrêt. Donc ça va être extraordinaire. Et puis on va se mettre au travail auprès des collectivités, bien sûr, auprès des services de l'État, mais on va essayer de se remettre au travail pour que justement la dynamique continue, la dynamique Made in Jura, et que nos adhérents soient encore plus nombreux. On a compté l'année dernière à peu près 50 nouvelles adhésions en période de crise, donc ce qui montre que les entreprises ont envie de se retrouver, ont envie d'adhérer à une association, et notre but, c'est de faire en sorte qu'elles se parlent encore plus, qu'il y ait encore plus de cohésion. On est bien d'accord. Merci Olivier. Alors ce soir, effectivement, nous on a un conseil communautaire, donc c'est Sébastien qui va avoir la lourde tâche de nous représenter. J'espère qu'il sera bien accueilli, mais ça je n'en doute pas. On est dans une dynamique très positive. Merci Jérôme. On va peut-être rester quand même sur le ton positif au global, du moins je l'espère. Monsieur Bertrand, donc Claude Bertrand, président du tribunal de commerce. Je propose que vous nous donniez un petit peu un état de la situation et puis nous dire un petit peu quelles sont les orientations et quels sont les points de vigilance que l'on doit avoir collectivement. Je pense qu'il y aura un échange aussi avec Monsieur Babillotte sur les mois à venir. Merci. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, dans vos degrés, grades et qualités, alors je suis pas souvent dans la lumière, puisque le tribunal que je représente est souvent dans l'ombre. Mais je pense que dans ce que j'appelle moi cette symphonie de sortie de crise, le tribunal de commerce a une partition plutôt d'accompagnement. Et même si la prévention des difficultés reste l'outil amiable essentiel, il peut être actionné que si les chefs d'entreprise sollicitent le tribunal de commerce. Les dirigeants doivent prendre leur destin en main. Et je vais vous donner quelques indicateurs justement à ce sujet. Je vous parlerai des chiffres après qui sont... je ne veux pas vous gaver de chiffres, c'est pas trop important en fait. Il y a juste 2-3 éléments qui indiquent la situation. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment que les entreprises travaillent beaucoup en amont sur leurs difficultés avec l'aide de leurs conseils. Je sais qu'il y a l'ancien président du tribunal qui est ici et je pense qu'il ira dans ce sens-là aussi. Les indicateurs, notamment, c'est le paiement de l'URSSAF du 15 du mois, la TVA au 21. Ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous attirer votre attention en disant « Attention, là, j'ai un problème, comment ça, je ne peux pas payer ?» Donc, il faut contacter effectivement ces conseils. Le président du DC et puis son vice-président peuvent recevoir les dirigeants dans le cadre d'un entretien gratuit et confidentiel afin de vérifier si l'entreprise répond aux critères d'une procédure de prévention. Les procédures de prévention, qui sont des procédures amiables, soit le mandat ad hoc, soit la conciliation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne veux pas aujourd'hui vous embêter avec ça. Mais c'est des procédures qui permettent de négocier des moratoires avec les créanciers sous l'égide d'un tiers, un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire. Et puis, gardez à l'esprit quand même que des procédures amiables qui sont confidentielles, mais ça je le répète régulièrement, ont un taux de réussite de 60%. Alors qu'une procédure judiciaire, qui est une procédure de redressement ou une procédure de liquidation, enfin une procédure de redressement, pardon, ou une sauvegarde, ont seulement un taux de réussite de 15%. Donc vous voyez que le traitement en amont, qui est mon cheval de bataille, qui est la prévention, est vraiment important. Comme je le dis souvent, on n'est pas des coupeurs de tête, mais on accompagne les entreprises. Hein. On rend des jugements, bien sûr, quand c'est nécessaire. Mais mettre votre entreprise sous protection du tribunal peut la sauver, effectivement.
Alors, en parallèle de ces procédures amiables et judiciaires, nous mettons en place actuellement avec le président Parison, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, un soutien psychologique dédié aux chefs d'entreprise qui sont aux souffrances. Ça me paraît incontournable qu'on ait une aide tout au long de ces procédures qui sont traumatisantes. C'est une association qui s'appelle APESA, qui dispose d'un numéro vert. Ce numéro vert, c'est le 0805 60 5 50 50. Et c'est une plateforme d'assistance qui géolocalise votre appel et qui met directement en relation un psychologue, qui vous met en relation avec un psychologue de votre secteur. Faut pas hésiter vraiment à assister. Cette année, j'ai déjà 2 cas qui sont dramatiques. C'est ce qui nous a fait réfléchir d'ailleurs, et c'est ce qui nous fait travailler avec le président Parison là-dessus. On ne peut pas laisser des gens en souffrance comme ça. APESA, ça veut dire aide psychologique aux chefs d'entreprise en souffrance aiguë. J'espère que dans ce soutien psychologique, le tribunal judiciaire nous rejoindra dans ces procédures, puisque pour l'instant, le tribunal judiciaire intervient uniquement sur les professions libérales, les agriculteurs et les associations, et que ça me paraît vraiment indispensable. Alors, sans aller trop loin dans le sujet, on a quand même un agriculteur qui se suicide par jour. Je pense qu'il faut vraiment qu'au-delà des procédures, on intervienne aussi. Je vous rappelle que j'ai mis en place des matinales de la prévention pour toutes les entreprises le mercredi matin. C'est des entretiens gratuits, confidentiels. Et vous pouvez joindre le secrétariat du président au 03 84 24 44 76 au tribunal de commerce. En ce qui concerne les chiffres, je vais rester sur une note d'optimisme, puisque bien malin celui qui va pouvoir prédire un tsunami, une catastrophe, on a tout entendu. Moi, je pense effectivement que pour l'instant, l'entreprise, et M. le préfet en a parlé tout à l'heure, les taux de fonctionnement sont plutôt corrects. On a un peu plus de 50% de moins de procédures collectives. Par ailleurs, on a 180% de plus d'ouverture de sociétés. Donc le registre du commerce a explosé cette année, notamment avec beaucoup d'auto-entreprises. Sinon, il y a des ordonnances qui sont régulièrement rédigées. Alors là, on en a beaucoup, on en a eu 178 par rapport à l'année dernière. C'est un taux qui explose. Pour l'instant, j'avoue que le tribunal est plutôt calme et j'espère que ça va durer, notamment en procédure judiciaire, parce que, je le répète, tant que les entreprises sont sous perfusion, nous n'avons pas trop d'indicateurs sur leurs difficultés. Donc, utilisez tous les signaux faibles que vous avez à votre disposition. La CCI a mis en place un quiz rapide, accessible, confidentiel, qui vous permet d'avoir une situation de votre entreprise. Si vous détectez des signaux, n'hésitez pas à contacter soit un conseiller de la CCI, soit le juge à la prévention. Nous ne sommes pas des coupeurs de terre, on n'aime pas le père Fouettard. Vous vous mettez sous sauvegarde, sous protection du tribunal. Et puis, la restructuration est possible et vous pouvez redémarrer tranquillement. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir rappelé que Oui, merci, Monsieur le Président, de nous avoir rappelé qu'il ne faut évidemment pas faire dans l'enthousiasme béat. Comme Jérôme l'a dit, la vigilance est de mise également. Je vous remercie d'avoir salué la présence dans cette salle de Michel Di Martino, qui a vraiment tellement œuvré pour le tribunal de commerce pendant des années. Je le remercie d'être présent avec nous. Et je voudrais demander à Monsieur le sous-préfet à la relance s'il a des remarques à faire, puisque nous allons clore le chapitre économie. La seule remarque, merci, que je ferai, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure sur la mise en réseau rapide. Voilà, j'allais dire des acteurs institutionnels qui sont connus
qui ont des compétences et des moyens à faire, et qui a été essentiel vraiment dans cette toute première partie de déclenchement de crise, à compter de mars 2020, et où, autour du vocable appui aux entreprises en difficulté, il y a eu en réalité toute une très grande diversité de situations à gérer. Il y a eu autant de situations quasiment que d'entreprises, avec des sollicitations qui nous ont, demandé en fait complètement d'être agile, en disant ça, c'est pas pour employer des mots à la mode, mais c'est dire que ça nous demandait complètement de sortir du cadre d'action habituel. Et pour ce faire, la seule façon, puisqu'en fait on se posait des questions opérationnelles concrètes, une telle entreprise qui avait telle ou telle difficulté, il n'y avait pas encore les dispositifs, encore une fois, qui étaient forcément déployés. Il y avait surtout beaucoup de questions de chacun, de comment on fait pour s'y inscrire. Et évidemment, quand on a des questions, c'est pour les gens qui ne rentrent pas dans les cases. Sinon, en général, il n'y a pas de questions. Et partant, puisque tout ça était nouveau, la seule façon d'arriver à accompagner les entreprises ou de répondre aux questions, c'est d'être nous dans une relation de réseau fluide, et de savoir en fait s'identifier. C'est basique, mais c'est une des très grandes forces d'un département comme celui-ci, c'est que c'est la preuve de notre réunion ce matin, c'est de faire que les acteurs du territoire se connaissent. Partant, on gagne énormément de temps en fait, à savoir à qui s'adresser, avec sans embâche, sans détour, avec confiance aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à solutionner des situations qui, encore une fois, avaient cette caractéristique qui était quand même tout à fait essentielle, c'est d'être inédite en réalité. On se sont posé des questions face à une situation qu'on n'avait jamais connue auparavant. Donc pour ce faire, la question pour nous, ce n'était pas forcément d'être innovant, mais c'était juste d'être pragmatique, d'être réactif et d'être à l'écoute. Et donc d'être présent. Ça, voilà, il fallait qu'on se connaisse les uns les autres. Voilà. Oui, alors je pense que ce qui vient d'être dit illustre complètement donc la demande que je vous ai faite tout à l'heure de remplir les registres qui sont à votre disposition à l'entrée, puisque l'idée c'est vraiment de prolonger ce qui se passe en ce moment, dans le sens où on est bien conscient qu'on effleure les sujets plutôt qu'on les aborde véritablement en profondeur, mais ce n'est ni le moment ni l'instant. Par contre, il va de soi que ces groupes de travail nous permettront d'avoir ce travail en réseau qui, vous l'avez compris, est tout à fait essentiel, puisque depuis ce matin, finalement, ce que disent tous ces entrepreneurs de grande qualité, c'est vraiment le fait qu'on ne peut pas y arriver tout seul dans son coin. Je rebondis aussi à quelque chose qu'a dit Monsieur le Président Bertrand tout à l'heure sur le fait qu'un agriculteur par jour se suicide. Je ne pense quand même pas que ce soit le cas pour le Jura. Je crois que nous avons la chance là aussi d'avoir une niche avec le comté qui permet, me semble-t-il, à la plupart de nos agriculteurs de s'en sortir très bien, pour peu qu'ils aillent vers l'excellence. Je repasse la parole à Jérôme pour la suite du programme. Merci Nicole. Merci Président Bertrand. On pourra continuer à échanger après depuis la salle. Je vous remercie beaucoup. Alors, il n'est pas évident effectivement de parler des périodes difficiles des entreprises. Et pour le coup, on va essayer quand même d'avoir une illustration. Moi, je remercie Brice Comment, directeur du site SKF, de nous avoir dépêché, et délégué Sylvie Boine, qui est DRH de l'entreprise SKF à Lons, qui va peut-être nous évoquer rapidement effectivement l'épisode qu'ils ont vécu, qui n'est pas un épisode des plus simples, mais qui a été... vous jugerez par vous-même de la manière à laquelle il a été géré. Sylvie Boine, s'il vous plaît, vous nous rejoignez ? Merci beaucoup. Et merci beaucoup par avance de votre témoignage. Je vous en prie. Bonjour à tous. Voilà, comment expliquer la période qu'on a passée l'année dernière. En entendant tous les témoignages, j'ai essayé de faire un petit peu une rétrospective, et je me disais que finalement, il s'était passé un peu plus d'1 an, mais on avait eu vraiment à vivre beaucoup d'étapes. Donc moi, j'ai intégré SKF le 2 mars, très précisément. 15 jours après, donc on annonçait... 2019, 2020, pardon. Voilà. 2020, oui. Donc, entre la feuille de route qui m'avait été communiquée lors de mon recrutement et la réalité, il y a eu un gros gap, on va dire. Donc, je suis arrivée, on a eu à gérer la crise. Donc, on a été au départ vraiment dans des situations d'urgence, comme beaucoup d'entreprises
Il a fallu mettre les mesures sanitaires en place, gérer l'inquiétude de nos collaborateurs, parce que voilà, on parlait beaucoup du virus, il y avait beaucoup d'inquiétudes, le fait de venir au travail, de côtoyer ses collègues. Bon, il y avait vraiment pas des tensions, mais voilà, il y avait de l'inquiétude, donc il a fallu vraiment le gérer au mieux. Et après, on a été en parallèle confronté à cette crise économique, puisqu'on a eu une chute brutale de notre activité de plus de 40%. Voilà. Et après, par rapport aux annonces qui avaient été faites par nos clients et la réalité qui s'imposait à nous, on a vu assez rapidement que, de toute façon, notre niveau d'activité ne reviendrait pas et la reprise ne s'annoncerait pas au moins avant 2023. Donc, fort de ce constat, arrivé à l'été, une fois qu'on avait géré, si je puis dire, la crise sanitaire avec les mesures, on s'est dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue économique et comment on va gérer cette situation ? Malheureusement, le fait d'avoir les prévisions pour 2023 affichaient encore une baisse d'activité d'au moins 20% par rapport à avant. Donc, le redimensionnement de nos effectifs s'est imposé à nous. Sauf que nous n'avons pas voulu nous cantonner à ça. On s'est dit, voilà, la reprise, c'est 2023. Comment on se projette ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la stratégie et les actions qu'on met en place ? Donc, on a inscrit ce PSE dans un plan de relance, si je puis dire, qui s'appelle SKF Aerospace 2023. D'une part, pour donner de la visibilité à nos collaborateurs et de ne pas s'inscrire simplement dans un PSE et d'avoir une image vraiment que négative de la situation, même si ce n'était pas le plus positif qu'on a connu. Donc voilà, on s'est inscrit dès septembre dans les discussions avec nos élus, sachant que dès le mois de juin, on avait communiqué auprès de nos collaborateurs, voilà, sans annoncer le PSE, mais en disant que la situation était telle que malheureusement, il y aurait des mesures sur l'emploi. Voilà. On a, dès le départ aussi, on a voulu s'inscrire dans un climat de transparence, autant avec nos collaborateurs, nos élus, mais aussi les institutions, puisqu'on a tenu, M. Babilot était présent aussi, on a tenu des tables rondes régulièrement pour tenir informés de la situation des SKF tout au long du processus. Le climat social est constructif dans l'entreprise. On a passé beaucoup de temps à échanger avec nos élus, avec les collaborateurs. Et au final, voilà, ce PSE, on est parti, on a articulé un accord d'activité partielle de longue durée avec un accord PSE fin décembre, avec l'aide de M. Petit-Maire. Et du coup, on a réussi à réduire drastiquement le nombre de licenciements, de suppression de postes. Et après, on a voulu mettre en place des dispositifs qui favorisent vraiment le volontariat. Donc, je rejoins effectivement monsieur sur la création d'entreprises, puisqu'on a eu beaucoup de volontaires dans le cadre du PSE, beaucoup de gens qui se sont inscrits dans des projets de création d'entreprises. On a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité pour permettre à nos salariés qui étaient à 2 ans de la retraite de partir dans des conditions correctes et un petit peu de manière anticipée. Et du coup, on a eu très peu de licenciements. Et là, l'antenne emploi est en place et même les moins de 10 salariés qui ont été licenciés contraints, on va dire, ont déjà des projets qui sont en bonne voie. Et après, sur les autres salariés dont les emplois étaient menacés, le projet SKF 2023 intègre un projet de réorganisation. Donc, on a réorganisé notre partie production. Dans ce cadre-là, on a créé aussi des emplois et des postes. Donc, une partie de nos salariés qui étaient menacés, dont l'emploi était menacé, ont été repositionnés avec un accompagnement sur ces postes. Et en parallèle, on a quand même aussi des recrutements à l'externe. Donc, on a été vraiment dans une bonne dynamique, malgré le contexte, dans un climat social qui était constructif, pour ne pas dire positif, ce qui fait que nous avons réussi à gérer cette crise, je pense, de manière correcte. Je ne sais pas si on peut dire acceptable, parce que quand on parle de suppression de postes, c'est jamais très intéressant, mais c'est comme ça. Et voilà. Et maintenant, ce PSE, il est quasiment terminé. On arrive au bout. Maintenant, on se projette sur 2023. C'était une première étape. Elle était nécessaire et voilà, on l'a beaucoup expliqué. Maintenant, 2023, c'est vraiment notre objectif, c'est travailler
c'est la reprise. On est dans la période de transition avec la réorganisation. Ça se passe bien. On est beaucoup dans l'accompagnement. On a fait beaucoup de mobilité. Donc, on accompagne beaucoup nos collaborateurs. On a accompagné en parallèle sur l'aspect moral, bien entendu. Donc, dès le départ, depuis septembre, on a une psychologue du travail qui intervenait 1 fois par semaine dans l'entreprise. Et ça nous a permis aussi de construire avec nos élus un groupe de travail et de nous inscrire dans une vraie démarche avec des actions de prévention sur les risques psychosociaux. Parce que la sortie de crise, qu'elle soit économique ou sanitaire, elle n'est pas simple. Je pense que tout le monde en est conscient. Et il va falloir qu'on accompagne beaucoup tous nos collaborateurs pour que les choses se passent le mieux possible. Donc voilà, démarche d'accompagnement sur cet aspect-là. Et 2023, pour nous, le gros enjeu, c'est vraiment un aspect formation. On souhaite travailler et la polyvalence de nos collaborateurs pour leur donner plus de visibilité, travailler leur employabilité et donner plus de sens à leur travail. Donc, d'où ce projet d'école de formation, au départ pour nos collaborateurs, et après aussi de se dire, mais dans 2023, on aura besoin de nouveaux collaborateurs. On a des métiers qui sont en tension, qu'on a beaucoup préservés dans le cadre du PSE, et on a beaucoup de difficultés à recruter sur ces métiers de rectifieurs, de tourneurs. Quand on en discute avec d'autres entreprises, telles que Diagère, etc., ces entreprises ont les mêmes problématiques que nous. Donc, on s'est dit, travaillons sur ce sujet, et d'où l'idée de cette école de formation. Jura Innov Campus, on a tenu à ce que l'aspect Jura ressorte dans le nom de cette école, parce que pour nous, c'est vraiment important de mettre le territoire en avant et d'avoir une action commune avec les entreprises et les institutions. Donc l'objectif est d'avoir un parcours de formation. Aujourd'hui, l'association, c'est une forme d'association, elle est créée. On est en train de travailler sur la certification Calliope pour être reconnu comme un organisme à part entière, pouvoir accueillir des formations et des salariés d'entreprises extérieures, de nouveaux collaborateurs. On travaille aujourd'hui sur un parcours de formation rectifieur et tourneur, parce que c'est les deux métiers principaux. Et notre objectif est, à l'horizon 2022, à la rentrée, d'avoir un CQP de rectifieur, de tourneur, et après d'étendre vraiment cette école sur d'autres filières et d'autres métiers qui sont en tension. Ce projet, il ne se fait pas seul. On travaille beaucoup avec les institutions, avec le CFA de Gevinger, avec l'UMM, avec le lycée de Champagnole, avec tous les formations qui existent au sein du groupe SKF, parce qu'on appartient à un groupe et on va s'appuyer aussi sur ce groupe. Donc l'objectif de cette école, ce n'est pas de réinventer l'existant, c'est vraiment de s'appuyer sur tous les modules et toutes les formations qui puissent exister, vraiment d'articuler et de permettre aussi d'avoir des formations en environnement de travail pour que vraiment les salariés et les stagiaires aient une formation théorique, mais aussi beaucoup une formation pratique sur du concret au sein d'entreprises qui voudront bien les accueillir. Donc voilà, le projet de 2023, c'est vraiment préparer les collaborateurs SKF de demain et de manière générale les collaborateurs d'autres entreprises. Voilà. Merci Madame Boine d'avoir parfaitement illustré la volonté de la manifestation de ce matin, à savoir, même sur un sujet difficile, réussir à mettre de l'espoir et parler d'avenir. Je vais demander maintenant à Marc Filotti de nous rejoindre. Marc a dirigé de nombreux centres de formation durant sa carrière professionnelle. Il a travaillé dans les ministères emploi, formation, solidarité, etc., je crois. Il a l'air tout surpris. Non, et il va nous parler donc de la notion de territoire zéro chômeur de longue durée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'ai été amené à travailler, à faire toute ma carrière dans le cadre de l'insertion professionnelle et la formation professionnelle. J'ai pu diriger des associations et j'ai aussi été amené à faire une longue partie de ma carrière au sein d'un organisme national, donc l'AFPA, et dans différentes régions.
Et il se trouve que depuis 2 années maintenant, je suis à la retraite et avec mon épouse, nous avons fait le choix de nous installer. Pour elle, c'est un retour et pour moi, c'est une installation sur Lons. Et donc, ça fait maintenant 2 ans, mais j'ai toujours été amené personnellement à m'impliquer dans les endroits où j'étais. Et donc, je continue de le faire. Et là, j'interviens dans différentes associations locales déjà sur les problématiques d'insertion professionnelle et d'emploi. Et donc, là, je suis invité à vous présenter. Alors, présenter, pas vraiment, puisque c'est une question qui a déjà été évoquée sur le territoire à l'initiative du pays lédonien, puisque Territoire zéro chômeur longue durée a été présenté il y a 2 ans et demi à peu près. C'est un dispositif national qui a été initié à partir de la promulgation d'une loi en 2016. Et donc, cette présentation a été faite sur le territoire, comme je le disais. Et en fait, pourquoi en parler à nouveau aujourd'hui? C'est que ce dispositif connaît une nouvelle actualité sur la base d'une nouvelle loi qui a été promulguée en décembre 2020 et dont d'ailleurs les premiers arrêtés viennent de sortir, précisément le 7 juin dernier. Et cette loi, deuxième, donc, a pour effet d'étendre l'expérimentation, puisqu'il s'agit d'un dispositif expérimental, d'étendre l'expérimentation qui était jusqu'à présent limitée à 10 sites, 10 territoires, de l'étendre donc à 60 sites au moins, puisqu'il n'exclut pas non plus d'autres sites qui présenteraient les caractéristiques nécessaires et la dynamique suffisante pour porter un tel dispositif sur leur territoire. Alors, c'est un peu une gageure de présenter un dispositif en 5 minutes. Un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, d'autres peut-être moins. Je vais essayer dans ce court temps de vous donner quelques repères. Donc ce dispositif a pour vocation de donner la possibilité de faire que l'emploi soit un droit sur un territoire. Et donc il vise particulièrement les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Et l'objectif étant qu'il n'y ait plus sur ce territoire de chômeurs donc de longue durée. Alors, pour ce faire, ce dispositif s'appuie sur des principes de référence. Un des premiers principes concerne, quand on est au chômage longue durée, on reçoit bien évidemment les allocations. Et donc, ces dépenses qu'on pourrait qualifier de passives peuvent devenir des dépenses actives en les transférant sous la forme d'une subvention à des entreprises qui vont proposer des emplois. Ce travail ne peut pas... Enfin, ce principe, évidemment, à la fois n'est pas nouveau, mais il s'inscrit dans une dynamique néanmoins qui est particulière, puisqu'il doit se faire sur la base d'un consensus de l'ensemble des acteurs du territoire. C'est un des premiers travaux d'ailleurs qui est à faire, c'est que la création d'un comité local pour l'emploi, qui va être un des outils majeurs dans la mise en œuvre d'un tel dispositif, va permettre de faire émerger alors différentes choses, à la fois les besoins du point de vue des personnes qui sont en situation de précarisation et donc de chômage longue durée, de repérer ces personnes, de les identifier, de les amener à exprimer une volonté de s'inscrire dans une démarche où ils ne perçoivent plus directement les allocations, mais où ils accepteront de prendre un emploi qui d'ailleurs est proposé dans ce dispositif sur la base d'un CDI dans le cadre d'entreprises
qui sont spécifiquement créées. Elles sont dénommées dans ce cadre-là les entreprises à but d'emploi. Ce sont des structures à but non lucratif, souvent sous la forme de SIC ou d'associations. Et donc, elles sont amenées à porter le projet des personnes dans des structures qui peuvent aller, si on regarde les expérimentations en cours, entre 50 et 80 salariés. Donc, c'est une des caractéristiques essentielles de ce dispositif. Ensuite, ce qu'on peut aussi en dire, et j'essaie d'être le plus court, là, évidemment, je ne vais pas non plus être complet nécessairement. Ce qu'il faut retenir dans ce dispositif, c'est qu'en tout état de cause, il ne peut s'agir que d'emplois supplémentaires. Ça ne peut jamais remplacer une activité qui existerait déjà et en la détournant de son objet. C'est essentiel. Il faut aussi que les activités qui seront proposées soient des activités qui n'existent pas et qui répondent donc pour le coup à des besoins non satisfaits. Et pour se garantir que ces éléments-là soient présents, c'est bien au sein du comité local pour l'emploi que j'évoquais juste avant, qui va regrouper les acteurs du territoire, donc les élus, les acteurs socio-économiques du secteur du service marchand, mais aussi du secteur de l'économie sociale et solidaire, le service public de l'emploi. Tous ces acteurs donc, auront la charge de conduire ce dispositif là où il serait mis en place. Alors bien évidemment, ce dispositif reste confidentiel du point de vue du niveau national à ce stade, puisqu'il est une expérimentation. Et donc, alors, on entendait bien sûr tout à l'heure notre territoire, et nous avons la chance de ne pas être concernés par une précarisation trop forte. Ceci étant, donc, on ne peut pas encore trop savoir quelles seront les conséquences à moyen terme de la situation de crise que nous traversons, vous l'avez dit. Donc, c'est toujours intéressant de se poser la question de l'utilité d'avoir une palette la plus large possible pour répondre à tout type de besoins qui pourraient survenir, et notamment par rapport aux publics les plus loin et les plus fragiles, les plus loin de l'emploi et les plus fragiles. D'autant que pour qu'un tel dispositif puisse se mettre en place, vous l'avez bien compris, il faut une dynamique très, très importante, qu'elle ne s'improvise pas du jour pour le lendemain. Et donc, il faut bien considérer, et quand je dis ça, je m'appuie sur les témoignages de ceux qui sont déjà dans ce dispositif. Il faut bien considérer un an et demi de mise en œuvre pour que une entreprise à but d'emploi créée ex nihilo ou qui peut aussi être une extension d'une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, hein, c'est tout à fait possible, puisse voir le jour. Donc voilà. Donc, si les besoins ne sont pas prégnants aujourd'hui, on peut se demander dans quel état nous serons dans 1 an et demi, 2 ans. C'est peut-être l'occasion de se poser la question ou de commencer à y réfléchir collectivement. Voilà. Donc, et enfin, pour terminer, il s'agit d'un outil, d'une palette qui est assez importante. Nous avons aussi la chance sur ce territoire de disposer déjà d'une offre qui n'est pas négligeable et qui est même importante, notamment sur l'action donc, du secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Oui. Merci Marc. Merci. D'avoir peut-être fait connaître à certains dans cette salle ce dispositif de territoire zéro chômeur de longue durée. Ça nous semblait intéressant de vous présenter cette notion parce que même si effectivement le Jura n'est pas peut-être aujourd'hui véritablement concerné, je crois que c'est vraiment
une réflexion à laquelle il faut tendre et ne jamais oublier qu'effectivement, une société qui tourne bien, c'est à la fois une société qui a des entreprises qui vont bien, mais aussi des personnes, des habitants qui vont bien. Et je crois que c'est d'abord une philosophie, c'est un club de réflexion. Et je passe la parole à M. Babillotte pour clore le chapitre formation. Moi, j'avais plutôt une question, si je peux me permettre, pour vous, en matière d'organisation par rapport au déroulé et Oui. l'heure qui file trop vite. On a encore deux petites interventions. Myriam va être très rapide. Et puis Virginie, je pense qu'elle présenterait rapidement aussi l'établissement que tout le monde connaît à Lons quasiment. Donc, merci. Voilà, je vais les laisser parler, comme ça nous permettra peut-être d'avoir un temps d'échange avec les participants. Oui, donc nous disions aussi que, monsieur le préfet tout à l'heure le disait, que Myriam, viens, rapproche-toi s'il te plaît, et viens prendre le micro, que la formation était aussi un élément essentiel et au cœur qui devait être aussi au cœur de notre stratégie de développement. Donc en voici une expression, je passe vite la parole à Myriam. Oui, je vais être rapide, hein, compte tenu du temps qui avance. Donc, je vais vous présenter le concept de campus connecté qui est né en 2019 sur Lons-le-Saunier. C'était une expérimentation qui a été effectuée et pilotée par le MESRI, donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, Lons faisait partie des 13 premières villes et ce dispositif, ensuite, a été déployé dans plus d'une centaine de villes en France. En quoi ça consiste? C'est simplement de permettre à 3 typologies de personnes de pouvoir se remettre le pied à l'étrier, de pouvoir disposer d'un dispositif bienveillant avec un encadrement méthodologique assuré notamment par un coach et les acteurs de l'enseignement, et permettre à 3 typologies d'individus donc de poursuivre des études. Ça concerne notamment les personnes en reconversion professionnelle. Nous avions accueilli la première année des personnes qui avaient plus de 35 ans, qui étaient en difficulté et qui souhaitaient justement reprendre leur cursus qui avait été abandonné, notamment pour des raisons économiques et familiales. Ensuite, cela concerne aussi des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'un emploi du temps adapté et qui permet aussi aux clubs locaux de pouvoir engager des sportifs de bon niveau, parce qu'en général, ils sont challengés par des clubs comme Lyon, Besançon, etc., etc. Et enfin, des néo-bacheliers qui sont issus de milieux familiaux favorisés ou qui doivent exercer en parallèle une activité professionnelle pour des raisons économiques. Et donc, par rapport à ces 3 typologies, on répond à un besoin. Pour rappel, sur Lons-le-Saunier, à peu près chaque année, il y a 430 à 440 néo-bacheliers. En général, il y en a 410 qui vont sur Lyon, Besançon, Dijon, Paris et ailleurs pour poursuivre leurs études. Mais il y a toujours, justement, une quarantaine, 50 d'étudiants qui soit sont en rupture d'études parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution et les moyens d'assurer une mobilité, ou parce qu'ils sont attachés au territoire. Et jusqu'à présent, ils n'avaient pas le campus connecté. Alors le campus connecté, ça concerne toutes les formations disponibles en ligne. Cela va de la licence 1, licence 2, licence 3, etc. Il y en a plus d'une centaine de formations, mais ça concerne aussi tous les BTS. Et ça s'inscrit, le campus, en complémentarité de l'offre de formation existante sur le territoire. Vous aviez évoqué notamment l'EMC, mais il y a aussi des BTS systèmes numériques proposés notamment par le lycée Sainte-Marie. Donc on essaye justement de se coordonner pour ne pas se concurrencer et de nouer peu à peu des partenariats. Je vais juste terminer par rapport au bref épisode de la crise sanitaire. Et c'est là qu'on a vu qu'il y a eu une forme d'alignement des planètes, si j'ose dire, puisque depuis 2008, nous avons eu une révolution numérique. Donc les cours se dématérialisent de plus en plus. Et en fait, cette expérimentation, finalement, s'est inscrite en pleine crise sanitaire. Je rappelle, novembre 2019, inauguration, mars 2020, premier confinement. L'expérimentation au premier confinement, les étudiants ne pouvaient plus aller sur place au campus. Et là, on avait constaté notamment un décrochage très fort, à peu près un tiers, et des étudiants les plus précaires. Et donc, pour la seconde et troisième vague, nous avions décidé de maintenir les locaux ouverts et d'assurer en complément un accompagnement psychologique pour permettre à ces étudiants, quel que soit leur niveau, leur âge,
de réussir leur examen, leur année, et ce fut le cas. Et on voit que cet outil est excellent en complémentarité de l'offre universitaire existante. Donc les challenges pour les prochaines années, notamment pour la prochaine rentrée, c'est de renforcer le partenariat avec l'université de proximité, qui est l'UFR. Nous travaillons sur une convention plus large et plus ambitieuse avec l'ensemble des 4 autres campus connectés de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour faire une convention à l'échelle de l'université Bourgogne-Franche-Comté, et au-delà de ça, de sortir les Lédoniens de leur territoire, notamment. C'est ce qu'on a commencé à amorcer avec une convention avec l'Université technologique Belfort-Montbéliard, avec une réflexion avec le laboratoire Siméos de Dijon, etc., pour justement permettre à ces étudiants, je vais avoir un terme un peu bourdieusien, qui souffrent de carences, soit en termes de capital économique ou culturel, ou relationnels, de pouvoir compenser leurs lacunes en leur créant des opportunités de rencontres. Cela peut aussi concerner les stages, etc., etc. Le temps m'étant compté, je vous invite à consulter le site campusnumérique-lons.fr, à vous rapprocher de nous si vous voulez de plus amples informations. Merci. Merci beaucoup, Myriam. Je pense qu'on s'intéressera au sujet encore dans le courant de l'année prochaine, parce que là, on est sur un sujet majeur et important pour le territoire. Et je pense que, moi, quand j'écoute Monsieur le Préfet, je pense que c'est un sujet, la formation, en l'occurrence, c'est la formation supérieure qui reviendra dans notre actualité. En parlant de formation supérieure, elle est où, Virginie? Merci. Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Alors, puisque tout le monde la connaît, cette école, est-ce que j'en parle vraiment? Oui, je vais vous en dire 2 mots. Alors, très rapidement, une école qui s'appelle EMC, qui est placée place de la Comédie, dans laquelle on trouve des formations de l'enseignement supérieur principalement, pour accueillir également des néo-bacheliers, mais aussi des personnes en reconversion professionnelle dans les métiers du commerce, de la distribution, de la vente. Et c'est là qu'on espère pouvoir appuyer, contribuer à l'accompagnement des entreprises qui sont en reprise et qui vont probablement avoir des besoins dans les services commerciaux pour commercialiser leurs produits. Donc on fait tout ça depuis une 30aine d'années. On a été créé par la Chambre de commerce et d'industrie du Jura sur cette place. Et on pense effectivement qu'on a réussi sans grand mal à passer cette crise sanitaire en prenant le virage du digital. Évidemment, c'était déjà d'actualité depuis 2017 dans l'école, mais grâce à une équipe formidable d'intervenants dont certains font partie de cette salle, nous avons bien sûr réussi à convaincre les jeunes de rester avec nous, connectés à des journées de formation en ligne, en classe inversée parfois, et qui ont tous passé leur examen en 2020 à distance dans une 20aine de salles virtuelles. Et tout s'est bien passé en termes de taux de réussite, puisque l'année dernière, on a affiché 86% de réussite sur le diplôme Bac+2. Donc, on n'était pas mécontents de cet exploit. Aujourd'hui, l'équipe, bien sûr, travaille à d'autres projets. On va garder l'essentiel de ce qui a été traversé en 2020, c'est-à-dire le positif, et pouvoir profiter du développement de ces outils numériques pour apporter une solution mixte, en partenariat, bien évidemment, avec les établissements du territoire, mais qui permettrait d'agrandir l'offre vers des métiers nouveaux dont on ne parle pas dans le commerce de demain. Voilà, donc nous restons à votre disposition, prêts à entendre bien sûr les projets d'entreprise et les besoins en formation de vos entreprises. Place de la Comédie, la machine à café fonctionne parfaitement bien. Merci Virginie, je peux en témoigner personnellement. Nicole ? Je te passe le relais. Oui, Monsieur Babilotte, on arrive au terme de ce colloque. Donc, je vous repasse à nouveau la parole pour une dernière fois. D'accord. Est-ce qu'on a des moments d'échange avec les participants ? Il est 10h. On peut s'accorder ce qu'on appelle le quart d'heure jurassien. Moi, j'ai appris ça en arrivant de la région parisienne. Donc, je pense que si tout le monde est d'accord et tous ceux qui peuvent participer, effectivement, peuvent intervenir. Voilà, Sébastien est juste derrière. Il va apporter le micro. Oui, bonjour à tous. Alain Patingue, maire de Courland.
Ça a été. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la journée de présentation et de lancement de ce qui est une réflexion sur l'économie de notre territoire d'éclat. Vous avez, si j'ai bien compris, vous allez avoir des ateliers de travail qui vont suivre, ainsi de suite. Je voudrais juste être un peu le témoin et vous initier un petit peu de ce que pourrait être un atelier de travail qui est sur la... Ça a été dit d'ailleurs par le président du tribunal de commerce, énormément de création de petites entreprises et d'auto-entreprises, choses qui sont sur nos petits territoires ruraux et qui exercent sur nos territoires et qui, eux, sur nos territoires, et même malheureusement, dans le cadre de la communication, nous ne les connaissons pas beaucoup. Donc, dans le cadre de ces ateliers de travail, est-ce qu'il y aurait des réflexions à porter pour que nous, élus, ayons la liste de toutes ces petites entreprises, pour ne serait-ce en faire la promotion sur nos bulletins communaux et ainsi de suite, et surtout, sachant en plus que dans le cadre de la compétence, Monsieur le Président de l'agglomération, la compétence développement économique, c'est d'avoir un fléchage spécifique pour ces petites entreprises, car elles démarrent bien souvent dans leur appartement, après dans leur garage, et après elles cherchent un développement. Et ce petit développement qui est tout petit sur nos toutes petites structures, il n'est pas mis en place. Et il y aurait un fléchage assez intéressant à faire pour ces personnes-là, par l'intermédiaire des collectivités qui peuvent trouver des petits locaux et ainsi de suite. Parce que je pense que ces petites entreprises sont vraiment un service public de proximité pour notre population. Donc voilà un petit peu ma réflexion. Sachant que demain, en plus, ces petites entreprises, c'est les futurs créateurs d'emplois, c'est le futur développement de notre territoire. Donc merci de pouvoir avoir cette réflexion-là sur les petites entreprises artisanales. Merci. Très belle contribution et je crois que c'est vraiment une suggestion que nous retiendrons. Peut-être avant, le mot de la fin complètement, c'est effectivement, qu'est-ce que vous tirez un peu de l'enseignement et des pistes de travail qui sont là? Parce qu'on a parlé quand même pas mal de solidarité, d'entre-gens, et je voudrais savoir effectivement comment est-ce que vous percevez les choses et comment est-ce que vous les projetez dans un avenir plus ou moins proche. Oui, volontiers. Peut-être, moi, la dynamique que je vois, je vais raisonner surtout dans le périmètre qui est le mien, c'est-à-dire le déploiement du plan de relance. Tout le volet plus défensif dont on a tous pas mal parlé, il aura eu pour mérite d'être réactif, d'être massif, d'être quasi systématique, et donc de venir à travers les prêts garantis par l'État, l'activité partielle, hein, ça a été illustré par SKF également, j'allais dire de tenir à flot temporairement les entreprises. Et puis jusqu'à présent, ça a été dit en matière d'emploi, de limiter les impacts négatifs en matière d'emploi jusqu'à présent. Voilà. En tout cas, pour cette partie-là, ce qu'on retient notamment de plusieurs interventions, c'est que on a toujours des progrès à faire en matière d'emploi. L'employabilité des gens, elle est multiple. Ça nous demande d'abord une vigilance parce que la crise n'est pas totalement derrière nous. Et puis ça nous demande de travailler sur la diversité des publics les plus fragiles, tous ceux qui sont encore éloignés de l'emploi et pour lesquels il y a un certain nombre de dispositifs. Le gouvernement y est attaché, de diverses formes de contrats aidés qui peuvent nous aider à progresser encore en la matière. Pour la partie plus offensive, le rebond économique, la préparation de l'avenir, et je l'ai dit, il y a trois volets dans le plan de relance. Il y a un volet compétitivité des entreprises. Là-dessus, je ne dirais pas que ce volet-là est clos, mais d'abord, on a beaucoup émergé dans le Jura, et c'est tout à l'honneur des entreprises industrielles du territoire. Et puis, beaucoup d'appels à projets plus circonscrits, plus ponctuels, plus thématisés peut-être, sont aujourd'hui dans une phase de clôture. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas réouverts ultérieurement s'il y avait des abondements budgétaires, mais ils sont dans une dynamique plus de fermeture que d'ouverture, exception faite de dispositifs nationaux, notamment à destination des filières économiques qui sont les plus en difficulté, aéronautique et automobile notamment. En disant ça, ça veut dire qu'il y a les deux autres volets du plan de relance sur lesquels il nous reste à travailler. C'est la transition écologique. Ça peut être à destination des entreprises. Hein. C'est l'objet de la question de monsieur tout à l'heure, avec l'idée de se dire que n'importe quel même petit investissement en matière de transition écologique participera à réduire les factures énergétiques et les impacts environnementaux négatifs.
Et donc, il n'y a pas de petits gestes pour la planète, pour dire les choses rapidement. Et puis, il y a aussi ce troisième volet sur lesquels je salue d'ailleurs le travail, qui est celui d'Éclat et de la ville de Lons, qui est autour de la cohésion sociale et territoriale, avec là des dispositifs nationaux qui méritent toujours d'être connus, parce qu'ils sont peut-être plus nombreux, ils sont plus petits aussi, ils ont peut-être des abondements de crédit qui sont moins forts, et donc là aussi qui demandent, je pense à tout ce qui est les conseillers numériques par exemple, toutes les soutiens à toutes les structures d'ailleurs, c'était la question de monsieur le maire aussi. Il y a un dispositif par exemple qui est finalement peu connu alors qu'il se veut massif et automatique, comme les chèques numériques. Concrètement c'est 500 € à n'importe quel porteur de projet pour l'aider à enclencher sa transition numérique. Il y a plein de dispositifs comme ça qui existent. Il y en a beaucoup sur l'économie sociale et solidaire, et ce territoire en particulier, et ce n'est pas forcément le cas d'ailleurs partout dans le Jura, mais en particulier sur le bassin lédonien qui est très investi en matière d'économie sociale et solidaire. Ça a été vu à travers différentes interventions, celle de Mathieu Grosset notamment. Il y a encore ces champs-là peut-être à investiguer, à investir davantage, et pour lesquels, là, plus que jamais, il y a besoin de mise en réseau pour faire connaître les dispositifs, les accompagner, sur des dispositifs qui sont toujours plus longs, plus complexes en plus à définir et derrière à expliquer que peut l'être un projet industriel comme qui s'est développé avec réussite dans le Jura. C'est souvent investir dans l'appareil productif, et donc concrètement on achète une machine et on sait ce qu'elle va faire. En revanche, quand vous voulez présenter ce que c'est qu'une fabrique des territoires, ce que c'est qu'un tiers-lieu, ce que c'est que... Voilà, vous êtes sur des projets qui sont plus complexes, plus diffus, peut-être aussi plus dans la durée, qui ont des besoins autant, j'allais dire, d'investissement que d'animation derrière. Et c'est peut-être sur ces champs-là que je nous invite à travailler collectivement. Merci beaucoup. Et puis on voit bien l'interaction qu'il y a avec l'intervention de M. Patingre à bien diffuser l'information au plus loin dans les territoires et au plus près des acteurs et des acteurs de toute taille dans les territoires et au travers des collectivités. Monsieur le préfet, si vous voulez bien, je pense qu'on arrive au terme du quart d'heure jurassien, si vous voulez bien conclure notre séance de ce matin. Merci. Écoutez, je crois qu'on a déjà beaucoup échangé, je ne vais pas faire de double conclusion. Les échanges ont été très utiles, voilà. Moi j'ai appris des choses. Peut-être qu'il faut que la prochaine fois il y aura encore plus d'interactions, je pense, parce que l'objectif n'est pas tellement de parler depuis cette tribune, mais surtout d'écouter les personnes qui sont là. Donc les groupes de travail, moi ça me paraît très important du moment qu'ils sont finalisés sur des objectifs clairs. Donc je salue cette initiative. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire parce que je pourrais parler pendant encore 20 minutes, mais ce n'est pas directement utile. Peut-être que dans les groupes de travail, je vois Mathieu Grosset, je ne sais pas s'il est encore là, non, je crois qu'il est parti. Bon, eh bien, tout ce qui est effectivement ces dispositifs d'insertion sont vraiment essentiels. Nous, l'État, on a tendance à beaucoup réfléchir sur les filières, sur des choses assez structurantes, effectivement, mais tout ce qui est insertion par l'activité économique, l'ESS, ça me paraît essentiel. Il y a des acteurs très forts sur le territoire et ça répond à un besoin. Je crois qu'il y a encore des pistes. Voilà. J'aurais vraiment trop de choses à dire, donc je vais être en fait trop bref. Simplement vous dire, en vraie conclusion, que je vous quitte très très vite, et je devrais déjà être parti, parce que nous accueillons Patrick Toulmé, qui est le délégué interministériel à l'apprentissage, donc au plan ministériel. Il est pour 2 jours dans le Jura, pour valoriser, je vois Madame Fatan en face de moi, pour valoriser l'apprentissage dans nos territoires. Donc il y passera 48 heures. Bah, ça aussi, c'est évidemment une piste essentielle pour le territoire, puisqu'on sait que c'est aussi pour vous, les chefs d'entreprise, une voie de recrutement qui aujourd'hui est une voie de recrutement préférentielle et de fidélisation, y compris par rapport à nos amis suisses. Merci.